Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour notre petite session de questions mensuelles. Dans ces temps difficiles, parce qu'on ne va pas se mentir, on vient de passer des moments pou. Oui, c'était... Comme il en arrive une fois tous les quoi, Charles. Ça arrive dans ces métiers-là, ça arrive fréquemment, mais ça a été de bonne qualité, tu vois, c'est ce que disait ce bon Lénine. Il disait parfois en une semaine il se passe plus de choses que pendant des années. C'est un peu tout ça, il y a toute une série de choses qui se sont déclenchées. Voilà. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que, on va en parler, ça va être la question, mais quand il y a une période de chaos qui arrive, parce que c'est ça qu'on a eu, une période de chaos, il y a des tas de trucs qui sont logiques, qui se passent, mais comme ça fait des effets secondaires, si j'ose dire, des victimes accessoires, que la bombe tombe à côté, il y a aussi des tas de trucs qui se passent, tu te dis, alors pourquoi ça se passe ce truc-là, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que il y a l'ordre dans le chaos, si j'ose dire, puis le chaos, il a un ordre à lui qui n'est pas toujours facile à comprendre. Donc c'est ça, c'est le moment où il faut se raccrocher aux branches, quoi. Alors, donc j'ai sélectionné quelques questions Vas-y. Dans les espaces où je les avais posées, à savoir Twitter et sur notre page YouTube. Alors la première, bonjour, je me présente Nicolas, étudiant à l'Université de l'Épargne, décidément, qui est d'ailleurs très enrichissante et pleine de bon sens. Notez-le tous. Ma question est la suivante. Les BRICS cherchent probablement à dédollariser le monde, qui est, à mon avis, une bonne idée pour ces pays. Pensez-vous que cette nouvelle monnaie d'échange pourrait être adossée à une crypto-monnaie ou peut-être même, je suis plus de cet avis, à un retour à l'étalon or? Alors, c'est une bonne question. Les BRICS, alors en principe, c'est Brésil, il y avait Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud. Alors, avec tous les fracas qu'on a eus, on se rend compte quand même que d'abord, il y a une nouvelle alliance qui se crée, dont j'ai souvent parlé ici, qui est dans le fond le triangle Moscou, Pékin, Delhi. Tu vois, c'est ça, en quelque sorte, pour faire toutes les communications en Asie, sur le continent asiatique terrestre, en essayant d'éviter les mers, puisque les mers sont dominées par l'empire en déclin que sont les États-Unis. Donc ça, ces trois-là, c'est les plus importants. Alors, il est tout à fait évident que ces trois-là, en aucun cas, ne veulent continuer à se servir du dollar. Pour l'Inde, c'est un peu moins net, mais pour les deux autres, c'est tout à fait évident, pour des raisons que tout le monde comprendra. Tu ne vas pas te servir de la monnaie de celui qui déclare que tu es un ennemi, quoi. C'est la moindre des choses. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors, une monnaie, elle a besoin aussi, assez rapidement, tout de suite même, d'un système de paiement. Et le système de paiement qui était le système de paiement dominant, c'était SWIFT. Et SWIFT était sous le contrôle total des États-Unis. Donc ils ont interdit à un certain nombre de personnes de se servir de SWIFT, dont la Russie d'ailleurs. Et évidemment, à ce moment-là, ça ne fait qu'accélérer le développement d'un système alternatif. Alors il y a des informations qui sont pas certaines, plus confidentielles. Enfin, il semble que ces trois-là aient mis au point un système entre les Russes, les Chinois et les Indiens qui soit complètement alternatif à SWIFT et qui a la place de passer 3-4 jours pour que ton paiement ait lieu de faire je sais pas combien de banques, etc. Ça se passe en 15 secondes, tu vois, c'est extraordinairement rapide. Donc, en place est un système de paiement. Est-ce que c'est certain? Non. Mais est-ce qu'ils sont en train de travailler dessus? Oui. Et comment ça se fait que rien n'est fuité dans ces cas-là? Il y a des fuites ici ou là. Il y a des essais qui ont été faits. Ça se fait en 15 secondes. Ça a l'air très rapide. C'est très, très instantané. Et si ça se fait en 15 secondes, c'est compétitif avec le Bitcoin. Tu vois, c'est bouf, t'as pas besoin de passer par le Bitcoin qui lui-même est très rapide, etc. Donc, il y a en quelque sorte, il y a baleine sous gravier, il y a anguille sous roche, tu vois, quelque chose se prépare. Quelque voilà. chose se prépare, et quand on connaît la capacité technique des Russes et des Indiens et des Chinois dans tout ce qui est informatique, etc., on peut penser. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut que cette monnaie, que ces transactions se passent dans une monnaie qui, si possible, ne soit pas la monnaie d'un des trois. Mm-hmm. Parce
Le troisième, celui qui aurait cette monnaie, mais tant que ce soit la monnaie chinoise, il pourrait faire le même coup que les Américains, c'est interdire aux autres de servir de la monnaie parce qu'ils ne sont pas d'accord, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que ce soit une monnaie qui préserve la souveraineté des autres nations qui s'en serviraient. Donc il faudrait une monnaie, alors une monnaie, ça pourrait être l'or, mais alors là, l'or, s'il n'y en a pas assez, d'abord, pour une raison très simple, l'or, on n'en trouve plus de l'or, donc c'est un vrai problème. Donc ça ne pourrait pas suivre la croissance mondiale. Et puis c'est pas très pratique pour les paiements et tout. Bon, il faut que leur physique bouge. Et donc ce qui semble, moi, ce que je dis depuis un petit moment, j'ai beaucoup écrit à tous mes clients là-dessus, c'est de dire, il y a une monnaie qui est parfaite, c'est le dollar d'Hong Kong. Parce que Hong Kong, bon, c'est la Chine, mais c'est une Chine dans laquelle les Occidentaux peuvent vivre, si tu vois ce que je veux dire, puisque j'ai vécu, je sais. Et deuxièmement, il est indexé sur le dollar. Enfin, il est bloqué contre le dollar. Alors, j'ai une question parce qu'elle revient souvent. Pourquoi pas le dollar de Singapour ? Parce que le dollar de Singapour, si tu veux, il n'est pas bloqué sur le dollar. C'est une monnaie qui flotte. C'est ce que je dis souvent, oui. C'est une monnaie qui flotte. Alors, c'est une monnaie qui flotte en fonction de poids, etc. Et puis, Singapour, ce que je dis toujours, si tu veux, c'est dans la finance, tu as les types qui ont plein d'idées, qui pensent pas comme tout le monde, qui sont pas bien normaux, enfin, voilà. C'est un peu les elfes et les hobbits, quoi. Voilà, les elfes et les hobbits, voilà. Les elfes, c'était la City à Londres, et les hobbits, sans vouloir faire de peine à personne, c'est plutôt les Suisses à Zurich, tu vois. Donc, quand tu as besoin de trucs, je dis pas sportifs, mais astucieux, etc., les hobbits, c'est l'heure de goûter, tu vois. Il y a quand même 8 repas par jour et 4 goûters. Donc. C'est à peu près ça. Donc les hobbits, les Iroquois, ils sont très efficaces, donc ça sera très bien pour tout ce qui est administratif, la conservation des titres, etc. Mais si tu veux une nouvelle idée, c'est pas sûr qu'elle vienne de là. Et donc Singapour, c'est un peu Zurich, et Hong Kong, c'est là où tous les fadas, quoi. Et il y a beaucoup de relation entre être un financier et être fada, quoi. Enfin, la prise de risque, oui. La prise de risque perpétuelle comme ça, c'est bon. Donc, Hong Kong, ils ont ça dans le sang, si j'ose dire. Bon, donc ça devrait plutôt lourd dans Hong Kong, qui a l'autre avantage, c'est donc d'être fixé au dollar. Donc, tu aurais une monnaie qui aurait une valeur fixée par rapport au dollar, que tout le monde connaît, que tout le monde suit. Et ça ne changerait pas tellement la comptabilité, quoi. Tu multiplies par, je ne sais pas combien, c'est 7,81, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis, tu as la même comptabilité qu'en dollars, tu vois. Donc, tu peux faire ça dans une programmation, c'est pas bien difficile. Et en plus, tu as un système bancaire international qui est très développé à Hong Kong, avec des géants, si tu veux. Tu as HSBC, dont le siège était à Hong Kong, qui ont commis la grosse erreur de le ramener à Londres au moment du handover. Donc ça, les Chinois sont pas prêts de l'oublier. Et puis, tu as Standard & Charter, et ton frère dit toujours en rigolant que Hong Kong, il prête de l'argent dans les pays où il y a de l'eau potable, et Standard & Charter, il prête de l'argent dans les pays où il n'y a pas d'eau potable. Tu vois, c'est vraiment les gars qui descendent au fond du canyon pour voir vraiment comment ça ressemble le Grand Canyon. Tu vois, ils descendent, c'est pas des... Puis il y a toutes les autres banques, puis il y a les grandes banques chinoises qui sont là, qui sont chez elles. Tout en n'étant pas chez elles. Elles sont réglementées par la Banque centrale de Hong Kong. Donc, l'idée que je me fais, c'est que, je sais pas, quelqu'un comme la Chine, qui a des réserves de change à ne savoir qu'en foutre, pourrait prendre ils sont à peu près 800 milliards de dollars Hong Kong de réserves de change, si mes souvenirs sont exacts, je peux me tromper là, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Mais si la Chine leur rajoute 1 milliard de dollars, 1000 milliards de dollars de plus, de leurs propres réserves de change, alors... ce qui n'est pas leur filiale, mais enfin, ce qui est la Banque centrale de Hong Kong, quoi. À ce moment-là, personne n'aurait le moindre doute qu'en cas de difficulté sur un paiement, tu peux convertir ton dollar de Hong Kong en dollar de New York et vice-versa, il y aura toujours le pognon, puisqu'il y aura ces immenses réserves de change qui sont elles-mêmes beaucoup garanties par le Trésor américain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que la Banque de Hong Kong achète des obligations du Trésor américain, ce que ne fait plus la Banque centrale chinoise. Donc, tu as la monnaie, tu as les banques,
tu vas avoir l'instrument de paiement. Donc pour moi, le plus simple, ce serait que ils vont développer le dollar de Hong Kong comme la monnaie des BRICS. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que Hong Kong deviendrait la monnaie de tout le continent asiatique, où il y a plus de la moitié des populations mondiales qui vivent facilement. Et ce serait très amusant parce que ça pourrait faire une expansion du crédit très forte sans que ça passe par une des trois grandes monnaies, ce qui mettrait en danger l'inflation dans chacune des trois grandes monnaies. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une espèce de monnaie qui existe, qui est très solide, qui est crédible et qui n'aura pas d'impact sur chacune des trois grandes économies. Tu peux prêter tout l'argent que tu veux, je ne sais pas, à l'Indonésie, en dollars de Hong Kong. Avec ça, ils achèteront, le cas échéant, des machines-outils ou des ports, des routes, des hôpitaux à la Chine ou à l'Inde ou je ne sais pas qui voudront. Mais ça n'aura pas d'influence sur la masse monétaire chinoise. Tu vois, c'est... donc... Oui. Est-ce que tu penses, parce que la question se pose souvent, que le dollar américain a été un frein à la croissance des pays en développement ? Tout à fait. Ouais. Pour une raison très simple, c'est que... Alors là, c'est aussi autre chose, mais c'est une très bonne question, ça. Ils sont bons, nos étudiants, dis-moi. Je vais expliquer ça comme ça. C'est que quand tu as une monnaie, tu dois développer aussi dans cette monnaie un prix du temps. C'est-à-dire, les taux d'intérêt à court terme sont à 3%, j'en sais rien, mais quel est le prix de 10 ans ? Si j'emprunte sur 10 ans, combien ça va me coûter ? Donc, ça s'appelle la courbe des taux entre le court terme et le long terme, etc. Et c'est très difficile de développer un marché obligataire à long terme parce que il faut. On a vu ça avec l'Inde, qu'il fallait justement approfondir le capital. Approfondir, ça prend un temps fou, c'est très difficile. Il y a des questions de. Et puis, ta monnaie peut être attaquée par le marché obligataire. Bref, c'est très difficile. Donc, pendant. Depuis la grande crise là, de l'Asie, dans la fin des années 90, même avant, la quasi-totalité du capital long dont avaient besoin les pays asiatiques pour faire des investissements structurels, s'était emprunté en dollars. Alors c'était très embêtant parce que si le dollar se mettait à monter, eux, ça voulait dire que le coût de leur dette montait, puis à un moment, si le dollar montait suffisamment, ils sautaient tous. C'est ce qui s'est passé, tu vois. C'est en 89, 97, 98, ils ont tout. Donc, ça introduisait dans l'économie asiatique une énorme volatilité qui venait pas de l'économie, mais qui venait de la monnaie dans laquelle ils avaient emprunté pour faire leurs investissements à long terme. Là, à partir du moment où c'est Hong Kong, il y aura toujours la même volatilité qui viendra, mais quelque part, tu pourras hedger, comme on dit en anglais, ce risque en t'achetant par exemple des obligations chinoises à long terme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu pourras décider que tu vas emprunter non pas en dollars américains ou en dollars de Hong Kong, mais que tu vas emprunter en Chine, en yuan, et que tu vas ensuite faire les investissements. Donc ta dette sera en Chine, mais tu la transformeras en Hong Kong dollar, et ça te permet d'avoir, et puis avec la Chine, tu pourras discuter parce que tu as des accords avec la Banque centrale, etc. Donc, il me semble que, si je continue sur mon raisonnement, l'étape suivante, ce sera de développer un lien considérable avec le marché obligataire chinois, puisque c'est là qu'il y a le plus d'épargne. Tu vois, donc les Chinois ont une vocation, ils épargnent toujours comme des écureuils, ces gars-là. Donc il y a une vocation à ce que ce soit leur réserve de capital à long terme, mais ce sera médié, je ne sais pas comment on dit, par le... Intermédié, oui. Mediated avec le dollar de Hong Kong, les accords avec la Banque centrale chinoise, et la Banque centrale chinoise, c'est ce que j'explique aussi, a passé des accords qui, à mon avis, ne sont pas officiels du tout, mais qui sont réels, pour que sa monnaie ne varie pas trop par rapport aux autres monnaies. Oui, c'est ce que tu expliquais dans les semaines d'avant, c'est-à-dire on a une espèce de serpent monétaire. Donc avec, ils prennent un risque beaucoup plus faible, parce que
la Banque centrale américaine n'a jamais garanti que sa monnaie ne pèterait pas à la hausse s'il y avait une crise de liquidité. Elle n'a jamais rien garanti du tout. Tandis que là, les Chinois disent, écoutez, ça variera pas plus de plus moins 5. Voilà. Et d'ailleurs, ça fait des années aussi que la Chine achète énormément d'or pour donner ce sentiment de pérennité au tiers. Et si quelqu'un a trop de renminbi, la monnaie chinoise, la Chine, une banque centrale en particulier, la Chine pourra dire, écoutez, cher ami, si vous avez trop, je vais vous vendre de l'or. Oui. Je vais vous donner de l'or en contrepartie plutôt que... Et depuis 2012, à peu près, une obligation chinoise, qui, comme tu le sais, a été une de mes grandes recommandations depuis quelques années, a fait à peu près la même, un peu moins bien, mais pas tellement ça, que l'or, compte tenu des coupons qu'elle a versés, etc. Donc, tu vois monter un système où la monnaie de transaction sera le dollar de Hong Kong, la monnaie d'emprunt, ce sera les obligations chinoises, avec une espèce de garantie que la monnaie chinoise ne variera pas trop par rapport à ta propre monnaie. Et donc tout est en place pour que plus rien ne se passe à Wall Street. Alors dis-moi, est-ce que tu penses que la Chine va se rapprocher plus des pays européens et est-ce que tu crois qu'elle aura la même attitude, alors je sais que tu n'es pas Madame Irma, mais que Donald Trump, c'est-à-dire que est-ce qu'elle va négocier pays par pays ou est-ce qu'elle va négocier via l'UE ? C'est-à-dire que le vrai problème qu'a l'Europe, c'est on a beaucoup bénéficié des prix très bas de la Chine, on a une inflation très basse, etc. Tout ça parce qu'ils étaient là-bas et qu'ils empêchaient les prix de monter. Je vais être parfaitement franc, compte tenu de l'état de l'Europe, je ne vois pas comment l'Europe pourrait augmenter sa demande de produits chinois. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais là, on a vu qu'il y avait des accords cette semaine où on allait acheter des voitures électriques à la Chine, par exemple. On va laisser les voitures électriques mais maintenant qu'on a bien flingué le secteur, voilà, on se dit, tiens, si on faisait rentrer en plus des concurrents, parce qu'on l'a pas assez flingué nous-mêmes. On l'a pas assez flingué nous-mêmes. Donc, mais la Chine, les Chinois ayant beaucoup d'expérience, ayant tout inventé, enfin, dans la finance, ils avaient inventé le papier-monnaie, je crois qu'il y avait un empereur chinois qui avait inventé ça, ça devait être vers 700 ou 800, je me souviens plus très bien. Et donc, ils ont inventé l'inflation, l'hyperinflation, ils ont tout connu, tous les trucs. Donc, j'ai vu un diplomate chinois hier à la télévision qui disait que le journaliste lui posait des questions, comment ils allaient répondre aux États-Unis. Ils ont dit, on ne va pas répondre du tout. Nous, ça fait 5000 ans qu'on est là, 5000 ans qu'on a réussi à passer à travers de tout. Si ça vous fait rien, les États-Unis, ça fait que 200 ans, ils sont peut-être pas là dans 5000 ans. Hein. Nous, on sera toujours là. Donc, ils n'ont pas encore une fois la même notion du temps. Donc, ce qui va se passer, c'est que la Chine va soutenir l'Europe un peu comme la corde soutient le pendu, si tu veux. La Chine n'a pas le moindre doute que l'Europe va connaître des problèmes très très graves. Alors, si en nous donnant 2 ou 3 sucettes et en recevant les dignitaires européens, ça leur fait plaisir et ça leur donne l'impression d'exister. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens, l'an dernier, Madame von der Leyen avait dû prendre un avion oui, elle avait commercial. Pas été accueillie. Elle n'avait pas été reçue, oui, parce qu'elle avait dit des choses désagréables sur Taïwan, je ne sais plus quoi. Donc on lui avait fait sentir un peu le vent du boulet. Je crois que depuis, ça va mieux, mais... Oui, c'était comme le... Non, mais donc... Pour moi, j'ai été à une réunion, comme tu le sais, à Prague récemment, ce week-end, de conservateurs intelligents européens, etc., dont le parrain était Václav Klaus, qui était un des 2 héros de la Tchéquie, là, et qui a été président de la République. Et j'ai vu un certain nombre de gens parler. Et la quasi-totalité des gens qui parlaient disaient, leur discours, c'était comment ça va se passer entre les États-Unis et l'Europe, tu vois. C'est-à-dire que pour la plupart des Européens, la diplomatie, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les États-Unis. Et donc moi j'ai fait un discours en leur disant, les gars, je vous signale qu'il se passe des choses ailleurs. Hein. Il n'y a pas que l'Europe. L'Europe et les États-Unis, c'était vers 1910, quoi. C'était... Woodrow Wilson, c'est fini. C'est fini. Bon, nous, on a été bouffés par les États-Unis, ils nous ont détruits, très bien, on a bien réussi notre coup. Mais
le discours essentiel, c'est comment ces trois immenses pays que sont la Russie, la Chine et l'Inde vont-ils organiser l'Asie ? Et ça ne va pas être organisé par les Américains, ça ne va pas être organisé par les Européens, ça va être organisé par eux. Et la question que devrait se poser la diplomatie européenne, c'est pas qu'ils devraient acheter des bagnoles électriques, c'est comment on s'introduit, nous, par la partie le plus à l'ouest du continent asiatique, dans cette discussion. Et on peut pas s'introduire dans cette discussion si on ne se refait pas copain-copain avec la Russie. Donc tu vois, à partir du moment où le point d'entrée pour nous, c'est la Russie, et on décide qu'ils sentent des pieds, on n'est pas dans le jeu, quoi. Donc les Chinois, ils nous font des trucs sympathiques, mais ils ne peuvent pas penser une seconde que nous sommes un, sérieux, et deux, intéressants. Tu vois, ben voilà, quoi. Par exemple, tu prends tous les grands secteurs de croissance, l'intelligence artificielle et tout ça. Par exemple, à ma connaissance, il doit y avoir une fabrique de semi-conducteurs en Europe, quoi. Donc, tu vois, on s'est tellement positionné comme nous représentons le bien, oui, que si tu commences à dire aux Chinois que tu représentes le bien, ce qui veut dire implicitement qu'ils représentent le mal, ils t'écoutent avec intérêt, mais pas plus que ça, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que l'Europe est en train de se spécialiser dans les trucs qui servent à rien, quoi. Bah, ça va pas être génial. Mais par contre, encore une fois, je le redis parce que j'y crois vraiment, il y a un certain nombre de sociétés européennes qui, elles, feront partie de ce discours, oui, qui sont tout à fait... Mais la classe politique, en Europe, elle est sans espoir, quoi. Elle est d'une nullité qui dépasse l'entendement. Alors, la classe politique est complètement nulle, ça on l'a vu. On a vu que là, hier, Lombard disait qu'il fallait trouver 40 milliards. Donc on n'est pas surpris puisqu'on vous avait déjà expliqué que pour financer le roulement de la dette, il fallait à peu près... Sur les taux actuels. Qui ne vont pas rester à ce niveau. Ils ne vont pas rester à ce niveau. Donc, question suivante, pourquoi, qui est revenu plusieurs fois, pourquoi, selon toi, l'agence Moody's s'est-elle abstenue de noter la France ? Mais c'est déjà... Qu'est-ce que ça révèle, véritablement ? Ça révèle cacher ce sein que je ne saurais voir, tu vois, c'est-à-dire que... Parce que ça veut dire, dans le fond, qu'elle sait très bien qu'elle devrait dégrader la note de la France, mais comme on vous l'a déjà dit, si elle le fait, ça veut dire que la France sort de la possibilité d'achat de tout un tas de grands fonds de pension, oui, et de l'État, et des collectivités territoriales, et parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas acheter si c'est noté en dessous d'un certain seuil, et donc tout le monde est sur les genoux en train de dire, encore une seconde, monsieur le bourreau. Ben, je peux te raconter une histoire qui est vraie. C'est que, tu sais, Maxime, le grand restaurant à Paris, oui, qui avait toujours été 3 étoiles. Et un jour, la facilité dans les touristes, etc., ça s'est beaucoup dégradé. Et Michelin a passé un accord avec le guide Michelin. Oui, oui, bien sûr. Avec Maxime, en disant, écoutez, vous êtes gentille, vous ne nous notez plus. C'est-à-dire qu'on est passé de 3 étoiles à pas noté. Pourquoi ? Parce qu'il ne méritait plus les 3 étoiles. C'est ce qui est en train de faire Moody's. Ce qui est assez intéressant sur le... vous avez des beaux enfants. Oui, oui. Vous avez de beaux enfants, ça c'était en Sicile, vous savez. Oui, mais là tu te dis, quel est le rapport entre les agences de notation et le politique pour qu'ils s'abstiennent de faire leur travail quand même. Mais en plus, et encore une fois, où étaient ces agences de notation En 2008-2009, on a vu, ils sont... Mais, donc c'est un problème que j'ai soulevé dans un de mes livres d'ailleurs, c'est que c'est quand même extraordinaire qu'on ait donné un monopole de notation à des entités en dehors de l'État pour noter les États et noter les particuliers. Quand j'étais jeune, avant que toutes ces agences de notation me prennent du pouvoir,
Ce qui se passait, c'est que chaque compagnie d'assurance avait des départements d'analyse de crédit qui regardaient les bouquins, qui vérifiaient oui, ça empêche l'obligation de ce gars-là ou on peut pas. Et par commodité, on a dit on va centraliser ce système. Ce qui, à partir du moment où tu centralises un système, il devient extraordinairement fragile et sujet à toute la corruption. Et c'est exactement ce qui se passe. Ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde sait que la France devrait être simple A et encore, mais que comme personne ne veut le dire... on devrait surtout être derrière l'Italie, là. Oui, enfin on devrait être derrière l'Italie, certainement. Parce qu'elle est sortie de la trappe à dette, ce qui sera ma prochaine question. Mais non, on devrait tout à fait être en dehors de l'Italie. En fait, on aurait dû être dégradé de façon sauvage depuis 3 ans. L'Italie est BBB+, on devrait être derrière l'Italie, c'est tout. On devrait être derrière l'Italie, et à toute allure encore, parce que on a des déficits extérieurs, on a un déficit primaire, enfin c'est l'horreur absolue, quoi. On a tout, on n'a aucune dépense dans les comptes. Donc ça veut dire que les gens prudents vendront leurs obligations françaises ou cesseront de renouveler simplement parce que Moody's ne donne pas de notation. Mais je trouve ça incroyable du point de vue éthique que Moody's arrive tranquillement en disant « Ah ben non... Non, je le sens pas ce mois-ci. » Non, mais... Oui, voilà. Allez jouer ailleurs. Oui, c'est un peu... Noël, non, pas cette année. Exactement. Non, les enfants au lit. Alors, la question était donc la suivante. Pourquoi, comment, surtout, l'Italie est-elle sortie si rapidement de la trappe à dette ? Mais parce qu'ils ont eu quelqu'un, tu sais, j'ai été interviewé sur CNews, je ne sais plus quoi, il y a quelques temps, là. Et moi, les gens m'ont dit combien de temps ça prendrait pour résoudre le problème français. Je leur ai dit 5 minutes. J'ai exagéré, bien sûr, 5 minutes, il faut plus de 5 minutes. Mais ça voulait dire que s'il y a une volonté politique, ça peut être fait très rapidement. Parce qu'il y a tellement de dépenses imbéciles, de gras, de fraude, de saloperies. Je ne sais pas si c'est vrai, il y a, paraît-il, 1400 hautes commissions, il y a grand conseil, etc., où il y a toute une série de gars qui ne font rien, qui sont payés à ne rien foutre. Donc, il y a un tel gras qu'on se dit, je coupe dans le gras, et avant que j'arrive à la viande, ça va prendre du temps, quoi. Donc, ce qu'a fait Mme Mélanie, c'est qu'elle a coupé dans le gras, quoi. Elle a coupé, puis elle a réorganisé, puis... Et c'est pas difficile, il suffit d'un petit peu de courage politique, quoi. C'est pas... Par exemple, à quoi sert le Conseil économique et social ? À rien. Non, mais il y a, tu trouves facilement, on l'avait fait ce calcul, 48 milliards. Là, très facilement, on peut trouver, en tout cas 30, mais 40 facile. Et Charles Pratt, il peut en trouver aussi 30 ou 40. Ça, c'est juste pour les frais courants. Et ensuite, sur 2 ans, c'est-à-dire que là, je te trouve en 2 mois 40 milliards. Et, bien sûr. Donc ensuite, il faudrait mener une réforme beaucoup plus structurelle. Et là, on pourrait faire des coupes de l'ordre de 300. Voilà. Mais dans un premier temps, tu fais 40, là, pour juste financer ta dette courante. Et ensuite, tu fais 300 en coupant. Et dès le moment où il y aura sans toucher au régalien. Sans toucher au régalien. Au contraire, le régalien, il faut le renforcer. Évidemment qu'il faut renforcer l'armée. Il faut renforcer l'armée, il faut renforcer la justice. Et par exemple, tu peux prendre un certain nombre de mesures disant, dans tous les phénomènes régaliens, la police, la justice, la diplomatie, etc., il ne peut pas y avoir de syndicats. Oui. Ça me paraît la moindre des choses, si tu veux, c'est que tu peux aussi dire que dans le régalien, c'est le seul endroit où il y a un emploi à vie. Mais il ne peut pas y avoir d'emploi à vie dans les trucs... Donc, c'est tellement facile, la France, si on avait le moindre... Donc, il faudrait un homme qui ait du courage, quoi. Oui, et qui soit un peu hors du système. Alors, je vais te poser une question technique. Il y en a beaucoup. Là, je vais aller dans certaines questions techniques qui ont été posées parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'on sort d'une crise un petit peu... on sort. Oui, on sort. On y rentrait, mais... on est dedans. Bon. On est dedans. La lumière qu'on voit au bout du tunnel, c'est le train qui arrive. Hein. Alors, pensez-vous que la hausse des taux d'intérêt réels, combinée à une dette publique mondiale record, pourrait déclencher une crise systémique des marchés obligataires avant la fin de l'année 2025 ? La réponse est oui, sauf la fin de l'année 2025. Parce que cette crise systémique, tout le monde sait qu'elle est déjà là, que ça commence à se voir, mais c'est, si j'ose dire, cet excédent de dette n'existe pas partout.
D'abord, tu prends des pays comme la Suisse, j'ai pas vu de crise systémique sur la dette en Suisse. La Suède, ils ont ramené leur déficit, ils sont en excédent extérieur et budgétaire, et leur dette doit être à 35 ou 40% du PIB, donc il n'y a pas de doute sur la dette suédoise. Donc il y a de doutes, il y a trop de doutes, il y a trop de dettes. Où ça? Si je devais être parfaitement brutal, je dirais c'est dans 3 pays. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Voilà les 3 pays sur lesquels il peut y avoir un risque systémique. Alors, beaucoup de gens se posent des questions par rapport au yen. Il est monté contre le dollar, celui-là. Alors, justement, la baisse du dollar fait fondre l'écart avec le yen. Dans quelle mesure le yen est-il encore une opportunité? En tout cas, contre l'euro, il est, parce que là, alors, dans le cadre de cette crise, il s'est passé un phénomène assez curieux. Ça fait partie des trucs que j'aurais pu voir, mais j'y avais pas pensé. Mais ça arrive, hein, ça me gêne pas. Je vous dis, pour vous, si vous voulez avoir l'air idiot, faites de la finance, ça vous serez jamais déçu là. J'étais très prudent sur les États-Unis, je recommanderais pas assez peu de choses. Rien. Et ce qui s'est passé, c'est que par exemple, mon cher fils est allé voir les grands fonds de pension hollandais la semaine dernière, qui lui ont dit, monsieur, nous sommes en train de vendre les États-Unis comme des malades, parce qu'on ne peut plus leur faire confiance. Enfin bref, il y a une perte de confiance très importante. Bon. Mais toi, tu es un fonds de pension hollandais, tu avais investi aux États-Unis depuis une dizaine d'années, tu as très bien gagné ta vie, tu es très content. Tu ramènes le pognon, tu vas le ramener dans quoi? En euros? Alors ça, c'est la question. Et c'est pour ça que ce corneau d'euros est monté de 10%. Mais voilà. Parce que c'est pas parce que l'Europe est devenue intéressante, c'est parce qu'il y avait tellement de pognon investi aux États-Unis que ce pognon en revenant en Europe a fait monter l'euro de 10%. Mais en remontant de 10%, du coup, le problème de l'Allemagne qui n'était pas compétitive avec la Chine ou avec le Japon, il devient pire. Tu vois, donc cette hausse de l'euro, qui est une hausse technique, simplement la quantité de pognon qui est sortie des États-Unis a été très étonnante, et c'est très brutal, et donc ça a déclenché cette pétée de hausse de l'euro, et je regarde l'euro, je me dis, c'était une saloperie à 1,05, à 1,13, c'est une encore plus grosse saloperie. C'est passé des trucs aussi sur le franc suisse que les gens comprennent pas vraiment, parce qu'il y a une nette dépréciation de l'euro face au franc suisse, tandis que le dollar continue de reculer face à l'euro. Parce que les gens, pourquoi l'euro a baissé? Parce que, imagine que il y a de l'épargne en Suisse, hein. Donc imagine que les épargnants suisses, j'en saurai un peu plus demain ou après-demain, parce que ton frère est en train de parler en Suisse en ce moment, à cette heure-ci. Et donc, il y a peut-être le même sentiment de « bon, j'ai gagné ma vie, je vais repatrier en franc suisse ». Mais le franc suisse est une beaucoup plus petite monnaie que l'euro. Donc, donc l'effet de squeeze, là, pouf, ça fait péter le franc suisse à la hausse. Mais un de ces quatre, la Banque nationale suisse, elle va commencer à se dire... Surtout qu'elle tient beaucoup sa monnaie et elle n'aime pas quand ses exports ne sont pas forcément... elle ne fait pas très attention aux exports. Elle est très... Elle aime garder une monnaie forte, mais il faut raison garder quand même dans l'affaire. Voilà, c'est ça, il faut raison garder. De temps en temps, quand ça commence à devenir un peu trop... À ce moment-là, ils font des opérations et tout, mais... Là, c'est toujours difficile. Le franc suisse, c'est... oui, parce qu'il y a des petits volumes. Il y a des petits volumes et il y a une grosse demande. Oui. De presque... le génie des francs suisses, c'est que il y a littéralement des gens qui arrivent en Suisse et qui prennent des billets de banque suisses, qui louent un coffre et qui mettent les billets de banque dans le coffre. Bien sûr. Donc le truc est thésaurisé à jamais et il doit y avoir une vélocité nulle du franc suisse. C'est-à-dire que ça doit être toujours les mêmes billets qui circulent et les autres ils sont dans des coffres. Parce que je connaissais une famille assez puissante en France où le grand-père avait fait ça, et donc quand il est décédé, le grand-père, ils ont été ouvrir le coffre et ils ont trouvé des francs suisses qui avaient été imprimés, je sais pas quoi, en 1935, ou qui n'étaient plus les mêmes billets. Oui, mais alors là, ça c'est pas grave. Oui, mais non, mais ils les ont amenés à la Banque nationale suisse, qui les a changés instantanément, en billets de bonne qualité, modernes et tout. Donc, mais tu te rends compte, ça veut dire que les Suisses peuvent se financer littéralement gratuitement. Ils impriment des billets et les gens achètent ces billets pour les mettre dans des coffres.
ça veut dire qu'il se finance à rien, quoi. C'est le coût de financement de la Suisse, mais ils en ont pas besoin, d'ailleurs, ils ne savent pas quoi foutre du fric, mais ça prouve à quel point une bonne gestion par une banque centrale a des effets positifs sur le coût du capital du pays. Bien sûr. Alors, tu parlais des États-Unis et du fait que la Hollande avait rapatrié ses capitaux. Les fonds de pension. Les fonds de pension hollandais. Ramboteau te demande que si la tactique américaine est bien de baisser le poids de la dette, serait-il bientôt intéressant d'acheter des obligations américaines ? Oui, la réponse à cette question est toujours la même chose. Moi, ce que j'essaye de faire, j'ai écrit d'ailleurs un papier cette semaine là-dessus, c'est que j'essaye de faire en fonction de ce que je sais, pas de ce que j'espère. Donc j'espère sincèrement que M. Trump va réussir, ça reste à prouver, parce qu'il est quand même un petit peu volatile, cet homme. S'il réussisse, bien sûr, il faut le faire, mais est-ce que je suis certain qu'il va réussir ? La réponse est non. Et donc pour l'instant, j'attends avec impatience les signes de sa réussite pour le cas échéant aller vers les obligations américaines. Oui, parce que beaucoup se demandent, donc il y a un moratoire là de 90 jours sur la hausse des tarifs. Il va pas remettre le couvert, là, je crois. Oui, alors est-ce que tu penses que... Quand tu t'es ramassé une énorme claque, tu dis, bon, écoutez les gars, on fait une trêve, et puis ensuite, 90 jours, plus personne n'en parle, donc tu passes à autre chose. En tout cas, on a bien compris que derrière toutes ces manœuvres, il y avait quand même un désir d'essayer de se payer la Chine. Je comprends pas très bien pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Alors... Parlons-en. J'ai vu Philippe Fabry dans l'émission de Mathieu Bock-Côté ce week-end, qui, lui, sa théorie est de dire qu'en fait, il veut se payer à la Reagan le système communiste. Mais si tel est le cas, moi je ne l'ai jamais entendu, en tout cas Trump, verbaliser la chose comme Reagan avait pu le faire en son temps, c'est-à-dire de véritablement dire « vous êtes un ennemi », ainsi de suite, parce que je ne l'entends jamais parler de l'effet communiste. Ce qui serait à la rigueur, pourquoi pas, mais... mais enfin, la Chine aujourd'hui, c'est un régime... si je devais trouver une comparaison historique, je dirais que ça ressemble plutôt au Chili ou à Franco qu'au Parti communiste. Tu vois, il y a la partie économique étant même extraordinairement libre, quoi, avec une compétition. Donc, non, je crois mais que c'est là où il y a la contradiction de Trump. C'est là où il y a la vraie contradiction de Trump qui me gêne beaucoup. C'est qu'il dit, je veux devenir forteresse américain, donc je me replie aux États-Unis, très bien. Mais je veux aussi empêcher la Chine de reprendre la place qui aurait pu être la mienne, que j'ai pas pu prendre, j'en sais rien. Donc tu peux pas à la fois dire je veux être un État-nation et avoir des prétentions impériales. Oui, mais c'est toujours pareil, c'est comme tu dis, tu veux bien divorcer de ta femme, mais tu veux pas qu'elle ait de nouveaux petits copains. Il y a un moment où il faut que tu fasses un choix. Si t'as divorcé, t'as divorcé. Et donc c'est ça le vrai problème, c'est que il y a encore des réflexes aux États-Unis de je vais imposer ma volonté au reste du monde. Mais au point où ils en sont arrivés, compte tenu de la faiblesse de leur appareil industriel, il me semble que la bonne stratégie eût été de dire, écoutez, on aimerait bien que vous mettiez vos usines, une partie de vos usines chez nous, et on vous donnera des avantages fiscaux, etc., pour que les fassiez pendant 3 ou 5 ans, puis ensuite, on verra ce qui se passe. Mais tu peux pas réindustrialiser les États-Unis sans l'aide de la Chine, puisque c'est là qu'est toute l'industrie mondiale. Je te donne un exemple, c'est qu'aujourd'hui, paraît-il, je ne sais pas si c'est vrai, la quasi-totalité des chantiers de construction sur la côte ouest des États-Unis, sans doute ailleurs d'ailleurs, sont en train de s'arrêter parce que pour faire des maisons, des bureaux, etc., il faut des tuyaux, il faut des lavabos, il faut des baignoires, il faut des siphons, et qu'ils n'en font plus. Donc tous les gars sont en train de dire, mais alors si d'un seul coup je dois payer mes tuyaux, mes baignoires, etc., qu'est-ce que c'est à 2 ou 3 fois le prix à cause des... Donc M. Trump vient de mettre un immense impôt sur la construction de maisons aux États-Unis. Et si le housing s'arrête, comme tu sais, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui travaillent, et c'est pas toujours les plus futés de la classe, quoi. Donc c'est un peu le... Donc il y a une espèce de contradiction. Alors je vais me payer la Chine comme s'ils avaient encore une industrie
qui pouvaient redémarrer instantanément. Oui. Mais ça, c'était vrai dans les années 60. Mais ils n'ont plus l'industrie qui peut redémarrer. Donc, ils disent, on va arrêter d'acheter chez vous. Et donc, ça veut dire qu'on va mourir de faim chez nous. Donc, tu vois, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la logique. Il y a quelque chose aussi qu'on a eu du mal à réconcilier en interne, c'est qu'on était parti au début dans l'idée de se dire, OK, il veut casser les grands monopoles, et il veut casser les GAFAM, et il veut casser quelque part la corruption qu'il y avait, et bam, qu'est-ce qu'on apprend vendredi dernier, que finalement, les téléphones, machin, ça va être exempté. Et sauve Apple. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette espèce de truc infâme, qu'est l'Irlande, normalement qui devrait être interdit dans une société internationale de bonne qualité, dans un état de droit, c'est que le tiers à peu près de ces gens qui ne payent pas d'impôts sont des sociétés de technologie du style Meta ou n'importe quoi, ou Apple, mais les 2 tiers, c'est des sociétés pharmaceutiques. Ah. Et les 2 tiers, ils ont... Donc c'est quand même... Donc on pose la question. On pose la question. Il y a quand même, on sait très bien que ça représente donc des milliards de milliards. Et que les États-Unis, le prix de la santé, le coût de la santé en termes de PIB aux États-Unis, c'est 18%, alors que chez nous, c'est 7 ou 8. Donc, il y a une corruption active dans le domaine de la santé. Et je pensais que ce bon Kennedy allait... Et donc... C'est horrible ce que je vais dire, mais je me dis, je vois très bien ce que Trump essayait de faire, ce que Kennedy essayait de faire, ce que Musk essaye de faire, etc. Mais je me demande s'il n'y a pas une résistance institutionnelle beaucoup plus forte que si eux-mêmes ne sont pas obligés de se coucher. Voilà, c'est ça qui me gêne. Mais dans ce cas-là, les États-Unis sont mal partis. Dans ces cas-là, ils sont extrêmement mal partis parce que... C'est pour ça que je ne me précipiterai pas pour acheter des obligations. Non. Tu as Argo qui te pose la question suivante. Si on suit ta théorie sur la déglobalisation avec différents blocs, Forteresse America, Arc Indo-Pacifique, la distance des échanges vont se raccourcir. Et donc, il voudrait savoir si ça ne va pas provoquer une baisse du prix du pétrole et donc des valeurs pétrolières. Où est-ce qu'on en est sur les valeurs pétrolières ? Alors, sur les valeurs pétrolières, alors là, il s'est passé un phénomène. Tiens, voilà encore un truc où j'ai ramassé une claque à laquelle je ne m'attendais pas. Donc, comme j'ai toujours dit... depuis 50 ans dans ce métier, le nombre de claques que j'ai reçues, auxquelles je ne m'attendais pas, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu un phénomène très curieux qui s'est passé le mardi ou le mercredi. C'est-à-dire que les obligations américaines ont une caractéristique dont j'ai souvent parlé ici, qui est l'antifragilité. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire être antifragile ? Alors, quand vous avez le prix, par exemple, de Apple, quand le prix de Apple commence à s'agiter de façon normale, le prix baisse. Tu vois, c'est donc... L'agitation se traduit par une baisse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ça baisse. Et il y a quelques valeurs dans les marchés financiers qui sont antifragiles. Quand leur cours commence à s'agiter, parce qu'il y a une crise, par exemple, elles montent. C'est l'or, et c'était le marché obligataire américain. Oui, parce que les gens, quand ils ont peur, effectivement, se disent « Ouh là là, vite au refuge » et ils retournent dans la caverne. Et effectivement, de façon grégaire, moi aussi, j'ai tendance à me dire si ça pète, je vais acheter de l'or. Parce que l'or, c'est toujours de l'or. Parce que de l'or, ça vaut toujours de l'or, etc. Donc, mais c'était aussi le marché américain. Donc, dans toutes les grandes baisses du marché que j'ai connues, le marché se pétait la gueule. Et à un moment, les obligations ont commencé à monter. Mais avant, on achetait des Bund. Voilà, ou des Bund, qui étaient antifragiles aussi, mais elles ne le sont plus. Et à ce moment-là, ça montait. Or, ce qui s'est passé dans cet après-midi-là aux États-Unis, c'est que le marché a commencé à bien se péter la gueule, comme baissait depuis plusieurs jours, et les obligations au départ avaient monté, comme attendu, tu vois, c'était... Et puis d'un seul coup, elles se sont mis à baisser très fortement. C'est-à-dire que c'est le jour où les marchés ont décidé que les obligations américaines n'étaient plus antifragiles, qu'elles devenaient dangereuses. Et c'est là où il a plié, il a mis un genou à terre. En 2 secondes. En 2 secondes. Plus justement les taux Alors qu'est-ce qu'ont fait les gérants Qu'est-ce qu'ont fait les gérants ? Ils ont dit j'ai plus de protection. Donc, alors, juste, je t'arrête. Est-ce que tu crois que c'est une attaque ou est-ce que tu crois que c'est les marchés vraiment tout seuls ?
Est-ce que quelqu'un aurait essayé, des pharmaceutiques par exemple, pour le faire plier? Peut-être la Chine s'est mis à vendre au-delà de ce que le marché pouvait absorber, mais quelle que soit la raison, ça veut dire que maintenant... Il paraît que le Japon a beaucoup vendu. Beaucoup vendu aussi, oui. Dans ce cas-là, ils ne vont pas se faire des amis avec ça. Mais ils vendaient peut-être aussi pour avoir des dollars pour pouvoir acheter leur yen. Tu vois, donc ils suivaient peut-être les ordres. Hein. Non, mais alors maintenant, toi, tu es un gérant... Tu avais, mettons, 50% ou 60% en actions, 40% en obligations, ce qui est ce qu'ont beaucoup de gens. Les obligations te protégeaient contre le krach. Tu vois, c'était, je me souviens, en 87, quand je gérais de l'argent, le marché avait baissé de 23% en une journée. 27% en une journée. Là, c'était vraiment... Mais les obligations à 10 ans, elles ont monté de 15%. Oui, donc tu te dis, tu peux aller voir ton client en lui disant, écoutez, je suis en baisse de moins 10. Parce que j'ai bâti un portefeuille qui... Là, je dois dire que j'ai des gens à l'Université de l'Épargne qui sont rentrés il y a un mois. Les pauvres, ils sont pas gâtés, j'ai envie de pleurer pour eux aussi. Mais ça arrive, grâce à Dieu, ils verront qu'en 87, on le voit même plus. Mais ce que je veux dire, c'est en effet, il y a des moments où on n'a pas de peau de rentrer comme ça. Mais alors... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, toi, tu es ça, tu te dis, ma protection habituelle ne fonctionne plus. Et donc, tu te dis, je vais vendre quelque chose qui, s'il y a une dépression, se ratatinera. Et donc tu vends la chose la plus fragile que tu aies sur toi. Voilà, de la plus sensible s'il y a une dépression qui arrive. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il n'y a jamais eu des ventes sur le futur du pétrole comme il y en a eu pendant ces jours-là. Jamais, même quand il y a eu le Covid, que tout était arrêté partout. Donc, le volume des ventes sur le pétrole a été inouï. En dehors de tout... Donc, il y a toute une série de gens qui ont dit, je ne peux plus utiliser le marché obligataire. Comme substitut, je vais vendre le futur pétrolier parce que s'il y a une dépression, le pétrole va s'écrouler. Ça, je n'avais pas vu le coup arriver. Désolé les gars. Il faut dire aussi que tu ne peux pas anticiper que les gens vont avoir ce réflexe aussi un peu grégaire, puisqu'on le disait pour l'or, de se dire c'est la crise des années 30, c'est ouvert, donc le pétrole va tomber. Donc le pétrole va tomber. Alors que quand on regarde les cycles de l'énergie... Alors oui, ça va. Mais on l'a vu. Le cycle de l'énergie, on l'a vu, il est comme ça. Et là, on sait très bien que normalement, si on regarde le cycle de l'énergie, ça doit péter à la hausse. Ça veut dire, si par hasard, ça se passe pas trop mal aux États-Unis, qu'il n'y ait pas de récession, qu'il y ait une croissance derrière dans le monde, j'en sais rien, il y a toute des séries de gars qui ont vendu du pétrole qui vont devoir le racheter plus cher. Tu vois ce que je veux dire? C'est la position technique du pétrole aujourd'hui. Il y a eu de telles ventes. Oui, mais alors du coup, ça va faire des appels d'air pas possibles, parce que s'ils se sont mis short sur le pétrole et qu'ils doivent le couvrir tout à coup, ils vont vendre n'importe quoi aussi. Ah, mais bien sûr. Donc ça va donner un marché qui va avoir des positions complètement débiles. C'est pour ça que s'il y a une chose dont je suis à peu près certain, c'est ce que montrent toutes les C'est la grande volatilité et fragilité du marché dans les temps à venir. C'est que le marché va rester volatile et fragile. C'est pour ça que quand tu me disais on est sorti, je disais il va y avoir... Non, mais moi, quand je disais on est sorti, à mon avis, des décisions de Trump qui, là, va peut-être se calmer un petit peu parce qu'il a quand même mis un genou à terre, même si tout le monde dit mais non, il n'est pas furieux. Je dis mais évidemment qu'il est furieux. Comment tu pourrais pas être furieux alors qu'il avait lancé en faisant son kéké et qu'il est obligé de mettre un genou à terre 10 minutes plus tard parce que les obligations... Je viens de recevoir une bonne dans la tête, là. Voilà. Donc, il me semble que la volatilité du marché des marchés aux États-Unis va rester très forte. Et donc, c'est pour ça que moi, pour l'instant... On est content avec notre Jeep. On est content avec notre Jeep, elle va très bien. On reste malgré tout sur les pétrolières Non, moi je reste très positif sur les pétrolières. Il faut en racheter. Là, ce qu'on a fait la dernière semaine, la semaine dernière avec Léonard, c'est qu'on a simplement dit on va maintenant utiliser un petit peu d'or pour racheter le reste, pour remonter tranquillement. Et je voudrais dire aussi quelque chose à ces gens qui sont rentrés récemment, c'est que la plus grosse partie de la baisse avec notre portefeuille tel qu'il est construit, ça a été la hausse de l'euro, qui nous a complètement pris à contre-pied. C'est-à-dire que si l'euro revient à un niveau normal, par exemple, si le yen monte, le yuan monte contre l'euro, etc., ce qui devrait se produire, on sera bien. Oui, parce que c'est vrai que... On a pris un coup de moins 10%. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a une décision politique, celle de Trump, d'hausser les tarifs qu'on pouvait anticiper, mais en aucune manière, tu ne peux anticiper que du coup, les gérants de fonds... Oui, mais le pauvre gars qui a acheté, lui, il a moins 10. Oui, non. Mais... Et donc, la moins 10, je me sens mal. Mais je me dis, mais c'est un moins 10 qui est dû à des phénomènes de panique, etc.
Mais il n'y a pas de raison que l'euro reste haut, parce que structurellement, c'est une merde. Donc, il faut quand même bien dire ce qui est. Donc, bon, la merde est montée, mais ça reste un gros caca. Donc, voilà. Donc, mais c'est désagréable, mais si vous voulez vous consoler... Il n'y a pas de raison structurelle pour que l'euro reste haut, et il n'y a pas de raison structurelle que l'euro soit monté, mis à part le fait que certains ont rapatrié en euros, et voilà. Donc, ça si j'ose dire, votre portefeuille en yuan, si vous étiez chinois, il n'a pas tellement baissé que ça. Et j'ai plus confiance dans le renminbi et le yuan que dans l'euro. Donc la baisse d'aujourd'hui dans le portefeuille, c'est quasiment exclusivement cette hausse tout à fait curieuse de l'euro. Il y a des gens qui posent souvent la question, comment tu réconcilies intellectuellement le fait de, en France, dire qu'on ne doit détenir aucune action qui appartienne à l'État, et pourtant on est investi en Chine, alors que, mis à part le fait que nous soyons achetés bien sûr par le gouvernement chinois, la CIA et Israël, mais parce qu'il faut citer 3 marques. Parce qu'il y a, aussi curieux que ça paraisse, dans l'histoire, il y a eu des gouvernements efficaces. Oui. Je n'ai rien contre le gouvernement. Par exemple, quand De Gaulle a fait le plan RUEF, le plan RUEF et toutes les... je sais pas, le début de Sud Aviation, le début de... De temps en temps, l'État stratège fait son boulot. Et l'État stratège chinois faisant son boulot, les entreprises chinoises bénéficient d'une infrastructure qui est de meilleur en meilleur. Donc... Il y a aussi quelque chose qu'on a vu ici souvent, c'est les fameux cycles de Kondriev ou d'Aftalion, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'histoire d'un pays où un État fort, un État stratège qui va faire des routes, qui va... Ça, c'est fait en Chine, et maintenant, ils vont le faire dans toute l'Asie. Et après, en général, l'État doit décroître, et c'est ce moment qui est difficile pour eux, et un petit peu laisser le pays vivre. Ils font de plus en plus dans la consommation. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas l'État qui me gêne, c'est le personnel de l'État français qui a 2 caractéristiques aujourd'hui, c'est qu'il est lâche et incompétent et corrompu. Et ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que quand tu te fais choper avec M. Xi, donc, qui n'est pas un vrai bienfaiteur de l'humanité, en étant corrompu, c'est les oreilles et la queue. Tu es tué. Je veux dire, D'où, du reste, les militaires chinois, il y a un turnover. Mais donc, donc le vrai problème, c'est encore une fois ce que disait Milton Friedman. Quand un État prend trop de poids dans l'économie et réglemente trop de choses, la première des choses que doit acheter un homme d'affaires de qualité, c'est d'acheter le politique. Et c'est ce qui s'est passé en France. Notre système, quand on voit la carrière stupéfiante de M. Macron qui sort de nulle part et qu'on fait sortir Fillon un grand coup de pied dans les fesses et qu'on met M. Macron à la place avec l'aide des tribunaux, je me dis, je ne suis pas certain que ces gens-là aient le bien commun, ni regardez la façon dont ils ont viré le gars en Roumanie, dont ils essayent de virer Marine. Et puis il y a surtout tout un tas, là on a vu cette semaine, je ne vais pas revenir dessus, mais on a vu Madame Borne partir dans une saillie qu'il fallait que les enfants, à l'époque de la maternelle, visualisent déjà leur futur. Je veux dire, comme si toi, tu n'avais pas eu envie d'être, je ne sais pas, cycliste, et moi, danseuse étoile. Donc il est évident qu'à 4 ans, je vais te dire un truc, en 3e année de droit, je ne savais pas très bien ce que je faisais là. Je me disais, bon, globalement, ça va arriver quelque part, mais enfin, j'ai commencé à me décider en maîtrise. Hein. Moi, j'ai fait de l'économie parce que la sœur de ta mère, qui était en droit, m'a dit, tiens, ils viennent de créer un truc de sciences économiques, tu devrais essayer. Et puis tu t'es dit, oui, pourquoi pas, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, mais enfin bon... C'est à peu près ça, oui, c'est à peu près ça. Donc, l'idée, et en plus, c'est tellement idiot de la part de Madame Borne, parce qu'une vie, une carrière, etc., c'est fait d'une série de hasards. Parce que tu as rencontré une personne passionnante à une conférence, tu t'es dit, ouais, la criminologie, c'est trop bien, et boum, tu vas faire de la criminologie. Enfin, je veux dire, il y a tellement de facteurs, de et puis, tu as un type qui passe, qui te dit, tiens, vous voudrez pas venir travailler avec moi, tu sais pas ce qu'il fait, mais il a l'air sympathique. Il a l'air sympa, voilà, mais bien sûr. Et t'as Madame Pinet-Runacher, là, qui est allée raconter que, je sais plus, elle était dans un truc, et alors elle racontait que on lui disait oui, alors il faut que les voitures, je sais pas quoi, elle disait oui, mais déjà les pauvres ils n'ont pas de voiture. Alors
c'est pas vrai du tout. Justement, quand ils ont des vieilles voitures. Ils ont des vieilles voitures, ils ont des diesels, avec les ZFE, on leur permet plus de rouler. Mais au contraire, les gens dans les campagnes et ainsi de suite, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, et c'est bien pour ça que les gens gueulaient. C'est parce que quand tu es infirmière qui va laver des cheveux dans des maisons de retraite et ainsi de suite, et que tu le fais, et que tu dégages 80 € de bénéfices sur ton mois, c'est ta voiture qui te permet de faire ça. Évidemment. Les gens s'imaginent quoi, qu'on prend des Vélib en campagne pour aller faire 250 bornes. Je peux dire un Vélib dans le Gers pour aller d'un village à l'autre. Ou des trottinettes électriques. Ça n'arrête pas de monter et de descendre. Non, mais on dirait qu'ils n'ont jamais fait une distance. Ce que je me tue à dire aux gens, c'est que les élites d'aujourd'hui, ils ont tous été élevés à l'école alsacienne et ils ne sont jamais sortis de Paris. Et pour eux, aller à la campagne, c'est aller dans le 16e, quoi, tu vois. Oui, ou en Normandie. Ou en Normandie. À Deauville. Au Touquet. Donc le problème des sociétés françaises, c'est pas l'État, c'est le personnel de l'État français. Tu vois, aujourd'hui, c'est un personnel, encore une fois, incompétent, corrompu et lâche. Et donc, je veux pas avoir, quand je suis dans une affaire, quelqu'un qui a une position majoritaire qui présente ses caractéristiques, parce que je veux être dans un endroit où j'ai besoin que le patron, mettons que je sois actionnaire, le patron prenne des décisions en faveur des actionnaires et non pas en faveur de l'État. Ne soit pas forcé de prendre des décisions en faveur de l'État. Quand je vois que comment il s'appelait le numéro 2 de l'Élysée, là, qui vient de partir à la Générale. Colère, quand je pense qu'il part à la Générale, moi, ça me donne envie de vendre la Générale avec les deux mains. Alors, on a eu du mal à trouver une banque, donc on ne dit rien, merci, bonjour. Non, mais je veux dire, quand tu vois, ce type a des problèmes avec la justice, j'en sais rien, il est présumé innocent, mais qu'on mette ce gars-là à la tête, d'abord, ça veut dire que le personnel dirigeant de la Société Générale, qui est une société de droit privé, qui est cotée en bourse, est nommé par l'État. Oui, ça m'a gêné aussi. Et donc, ça n'a rien à voir. Alors toi, tu es là, tu as bossé toute ta vie à la Générale, voilà. Tu as fait une carrière brillante, tu as gagné de l'argent partout. Tu penses que ça va être... Oui, je trouve pas ça normal aussi. Je trouve qu'en interne, enfin, encore une fois, je trouve pas ça normal dans la nomination. Mais moi, quand j'ai été à la Banque de Suez, j'étais jeune. Hein. Bon, j'avais des diplômes pas plus mauvais qu'un autre, je me débrouillais plutôt bien. Et puis au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que ma carrière future, c'était assez simple. J'arriverais, mettons, au rang de colonel, tu vois, dans l'armée. Mais pour arriver à général et ensuite continuer à monter, il fallait être inspecteur des finances, énarque. Et donc je me suis dit, bon, alors ce qui t'attend, c'est tu te fais brûler toute ta vie et tu termineras patron d'une agence dans le Berry ou j'en sais rien, ce qui est très bien. Mais c'était pas un profil qui m'excitait beaucoup. Oui, c'était parce que je pensais pas qu'ils étaient meilleurs que moi, parce que ça, j'ai du mal à penser que quelqu'un peut être meilleur que moi, mais ça, c'est une autre... Ça, c'est l'avantage des garçons. Nous, les filles, on pense toujours que tous les autres sont meilleurs. Je vais jamais y arriver. Et vous pensez toujours que vous êtes les meilleurs. Ben oui, c'est parce que... parce que je suis le meilleur. parce que c'est évident, quoi. Et puis parce que ta mère passe son temps à me le répéter, donc voilà, donc ça compte, ça aussi. Mais ce que ça veut dire, si tu veux, c'est que si tu dis à un gars, la grande erreur de l'Ancien Régime, c'est que, comme il commence à avoir des problèmes au XVIIIe siècle, ils ont dit que les postes d'officiers dans l'armée étaient réservés à ceux qui avaient 16 quartiers de noblesse, c'est-à-dire tout le monde noble. Et ça a été une des causes de la Révolution, parce que justement, l'armée ou l'Église étaient 2 endroits où tu pouvais monter selon ton mérite. Tu te souviens dans Ridicule, justement, oui. Ils faisaient la queue pour essayer de retrouver leur quartier de noblesse, de machin, et c'était avec des parchemins de hamster encore. Oui, c'est ça. Donc, si tu vois, c'est dans toutes ces institutions comme la Générale et tout, si tu n'as pas tes quartiers de noblesse, quel que soit ton talent, tu passes pas. C'est ça. Si tu n'as pas la partie culte, la partie tête n'a aucune importance. Oui. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est à partir du moment où une société s'organise comme ça, elle devient extraordinairement frustrante, fragile, parce qu'il n'y a aucune loyauté. Dans l'armée française, les types qui suivaient Bijard, qui a commencé comme de Troufion et qui a terminé ministre de la Défense, il suivait Bijard parce que c'était un type impeccable à suivre. Si tu vois, il était toujours devant, il a pété la forme et tout. Donc, mais il arrivait du tout bas. Et donc, tu te disais, c'est ce que dit Napoléon, chaque Français a son bâton de maréchal dans la main.
Pas dans la Banque française, pas dans les sociétés nationalisées françaises. Regarde. Madame Sauvageau, elle a toujours pas été condamnée. Lauvergeon, pardon, oui. Toujours pas. Oui. Toujours pas été condamné. Le bien nommé. Donc c'est ça le problème le problème de la France, c'est cette espèce d'emprise que l'État a pris sur les vies des individus, quel que soit le mérite de chaque individu. Alors, on va faire une petite ouverture pour ne pas rester trop franco-français. On finira sur ça. Qu'est-ce que tu penses de M. Carnet pour le Canada ? Alors, Carnet pour le Canada, c'est... Si M. Carnet doit passer... être élu, j'ai des Canadiens qui me disent qu'il va être élu. C'est embêtant quand même, parce que ça, il recommence un peu à un Trudeau bis, là. Pour moi, je trouverais ça assez dramatique, parce que ça me mettrait presque en question la croyance que j'ai que le peuple, dans l'ensemble, il est moins con qu'on ne le dit, quoi, tu vois. Donc, si les Canadiens votent pour M. Carnet... Le problème, c'est qu'il y a eu un véritable ravage woke aux Canadiens, que les Canadiens, comme tu sais, sont très gentils. Oui, ils sont très gentils, c'est vrai. Et peut-être qu'ils pensent, à force d'avoir du moelleux comme ça, ils pensent trop gentiment, ils n'arrivent pas à voir qu'il faut un sursaut et qu'en vérité, leur nation pourrait être en péril. Il l'est déjà, par exemple, le Québec, où il y avait une majorité de Français, comme les Québécoises, les vrais, ont décidé de ne plus avoir des enfants. Alors, il y a les comblements, donc à ce moment-là... Je minore ça. C'est pas qu'elles ont décidé de ne plus avoir d'enfants, c'est que dans le temps, elles en avaient 17. Mais maintenant, elles en ont 0 ou 1. Ouais. Et donc, il y a eu un changement incroyable. Et j'en ai discuté là, quand j'étais à Prague, justement. Je dis, vous défendez des valeurs, il parlait des valeurs qu'il fallait défendre. Je leur disais, mais quelles sont ces valeurs, finalement ? Mais tu sais, c'est aussi parce qu'il y a eu une baisse religieuse, une baisse du catholicisme. Parce qu'avant, chez les Québécois, on était très catho. Donc, tu arrivais à l'église, et si tu avais que 4 enfants, le curé te regardait comme ça en disant, vous auriez pu faire un effort. Et tu avais la pression sociale aussi. Une fois que tu sors du catholicisme, que tu sors de cette pression sociale, qu'on arrive dans cette espèce de monde où on dit, tout est relatif, bien sûr, vous pouvez épouser un poney, bien sûr, si vous avez dit, les gens se disent, c'est ce que j'essayais de dire, les valeurs que vous mettez comme ça en avant, il faut défendre nos valeurs. Je leur dis, qu'est-ce que c'est vos valeurs ? C'est les valeurs qui étaient celles de l'Église catholique et que vous refusez de reconnaître aujourd'hui. Donc vous êtes dans une position schizophrène vis-à-vis de vos valeurs, c'est-à-dire que vous dites, moi je défends les valeurs qui ont toujours été celles de l'Église, très bien, mais ils ne le disent pas. Et ils vous disent, et si vous dites que c'est celle de l'Église, vous ne serez jamais élu. Oui, mais ça, c'est pour ça que nos sociétés risquent de disparaître. C'est ce que j'ai connu au Liban. On disait... c'est marrant, j'allais dire le Liban il y a 3 secondes. Oui, le Liban, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les catholiques disaient, une société multireligieuse, c'est vachement bien. Je lui disais, mais attendez une seconde, vous étiez 60% il y a 30 ans, aujourd'hui vous êtes 30. Et demain vous serez 10. Et il me disait, mais on ne peut pas dire ça parce que sinon l'islam a toujours dit qu'il vaincrait par le ventre des femmes. Oui, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous, on perdra par le ventre des femmes. C'est pas que l'islam va gagner par le ventre des femmes, c'est que nous, on va perdre par le ventre de nos femmes. C'est triste, mais c'est pas un jugement de valeur. Non, mais toi, tu as fait les 4. D'abord, j'en ai fait 4. Mais ensuite, surtout ta mère, d'ailleurs. Tu as un peu participé, mais c'est vrai, très brièvement. C'était pas désagréable en plus. Mais surtout, ce qui est très important, c'est cette notion que d'être dans une durée de vie, une histoire qu'on raconte qui est plus longue que toi. Moi, ce qui me tue avec les gens aujourd'hui, c'est qu'ils ont assez peu d'informations sur ce qu'il y avait avant, et aucun intérêt pour ce qui va se passer une fois. Mais c'était Albert de Chartres, nous sommes des nains sur des épaules de géants. Voilà. Et si tu oublies qu'il y avait des géants avant toi et que peut-être il y aura des géants après toi, parce que tu as participé quelque part, c'est-à-dire de ne pas t'insérer dans une... Dans le temps. Ma mère me disait toujours, mais je suis de raconter ça, mais qu'elle avait eu l'impression toute sa vie qu'elle donnait la main à ses ancêtres et qu'elle donnait la main à ses enfants, et puis que c'était cette longue série de mains qui se tenaient. Mais tu sais que c'est drôle que tu dises ça, parce que je vais te dire un truc personnel. Très souvent, quand je dois faire des choix,
des décisions, je me dis qu'est-ce que ma maman aurait fait, qu'est-ce que ma grand-mère aurait fait. Et quelquefois, je me retrouve dans des trucs, je me dis non, tu vois, là, ce que tu fais, c'est pas bien, elle aurait pas fait ça. Et vraiment, je me pose la question, mais 10 fois dans ma semaine. Mais voilà, mais exactement. Et pour moi, cette espèce de continuité dans le temps, c'est ce qui constitue une nation. C'est-à-dire, et ça, c'est une valeur que tu n'as plus le droit de défendre. Donc, il y a toute une série de choses dans la façon dont on défend notre civilisation qui me paraissent fausses. Complètement fausses. Et donc, bon, ça nous amène loin du sujet, mais est-ce qu'il y a des... non, oui et non, puisque la question, c'était comment sauver le Canada. Et la question, c'est aussi, en tout cas pour des contrées comme le Québec, donc, la question culturelle passe par la natalité. Et pour le reste, effectivement, si tu as une immense immigration, comme on peut avoir aussi nous, et que tu laisses cette immigration voter, et que toi, tu n'as plus d'enfants, il est certain qu'il va arriver un moment où ton vote ne va plus être représentatif de ta population de départ. Ben voilà, et ta société va changer. Et ta société va changer. Est-ce bien, est-ce mal ? Je ne sais pas, on vous laisse en décider. Mais en tout cas, inéluctablement, ta société va être différente. Ça ne sera pas la même société. Voilà. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Ben voilà. On a fait un petit tour de vos questions. J'espère qu'on vous aura répondu. Un petit peu rassuré sur les marchés, quoique il n'y a pas lieu de vous rassurer. Il y a juste, non, mais encore une fois, la gamelle qui s'est produite depuis 15 jours, c'est l'euro qui est monté surtout. Le reste, ça a tenu à peu près, mais pouf. L'euro qui est monté et les pétrolières qui ont chuté. Ça m'a surpris. Ça nous a surpris. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose comme... attendez, je dis... Les pétrolières, on ne s'attendait pas à ce que ça chute. Non, mais Total, aujourd'hui, ça rapporte de dividendes 7,5%. Mais attends une seconde, 7,5%, où est-ce que tu trouves 7,5% tu vois ce que je veux dire? C'est par exemple, oui. Exxon est à 3,9%, donc c'est beaucoup mieux qu'une obligation française. Tu te dis, mais enfin, il y a quelque chose... Il n'y a pas de logique. Quand quelqu'un te donne 7,5, c'est pas normal qu'une obligation ou que l'euro qui te donne rien et qui est une sous-merde soit mieux noté. C'est pas logique. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'est passé là, ça a été des ventes pour se protéger. Oui, mais ça, c'est l'irrationalité des marchés de nos jours. Enfin, voilà. On est ravis que vous nous suiviez. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et on vous dit merci beaucoup de nous suivre. Et merci encore.